Pendant 37 ans, Uranus a trompé tout le monde. Elle flottait là-bas, à la lisière du système solaire, une bille d'un bleu pâle, lisse et tranquille. Et nous avons cru à ce déguisement. Nous l'avons qualifiée d'ennuyeuse. Nous l'avons appelée la planète où personne ne voulait aller. Puis, le télescope spatial James Webb a tourné son regard vers elle, l'a observée dans une lumière que nos yeux ne peuvent pas voir, et la calme bille bleue a disparu. Ce qui est apparu à sa place était tout autre chose. La dernière fois qu'une machine humaine avait pu observer cette planète de près, c'était en janvier 1986. Voyager 2 a fait son approche la plus proche le 24 de ce mois, passant à environ 50 000 milles du sommet des nuages, prenant ses photos avant de poursuivre sa route dans le noir. Et ces photos ne montraient non presque rien. Une boule sans aucun relief, sans tempête, sans bande, sans météo, sans drame. Pour toute une génération, ce portrait unique et fade a constitué toute l'histoire d'Uranus. Webb vient tout juste de la réécrire. Il y a un détail dans ces vieilles images de voyagers auxquelles personne ne s'est intéressé à l'époque, et cela aurait dû être un avertissement. La planète n'a nunca été calme, elle se cachait. Et une fois que l'on comprend ce qu'elle dissimulait, le silence de ces photos cesse de paraître paisible et commence à ressembler à l'immobilité de quelque chose qui ne veut pas être remarqué. Pour comprendre pourquoi Uranus est ainsi, il faut remonter à la nuit où elle a été découverte. C'était en 1781. Un musicien devenu astronome, nommé William Herschel, balayait le ciel au-dessus de son jardin en Angleterre avec un télescope fait maison lorsqu'il a repéré quelque chose qui ne se comportait pas comme une étoile. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'une comète. Ce n'en était pas une, c'était une planète. La première planète de l'histoire de l'humanité à être découverte à l'aide d'un télescope plutôt qu'à l'œil nu. Tous les mondes connus avant cette nuit-là étaient invisibles par quelques peuples anciens depuis des milliers d'années. Uranus a été la première qu'il a fallu aller chercher et c'est tout à fait approprié car, depuis le début, cette planète n'a jamais livré ses secrets que lorsqu'on l'y a forcé. Maintenant, laissez-moi en venir à la partie qui va faire exploser votre cerveau. Avant même de parler du froid, de l'odeur ou de la pluie, Uranus est couché sur le côté. Toutes les autres planètes du système solaire tournent plus ou moins à la verticale, comme une toupie sur une table. La Terre s'incline à un angle confortable de 23 degrés. C'est pourquoi nous avons des saisons. Uranus est inclinée à près de 98 degrés. Elle ne tourne pas sur elle-même, elle roule. Imaginez une boule de bowling roulant sur sa piste au lieu d'une toupie tournant sur une table et vous aurez la bonne image. Cette planète a été complètement renversée sur le côté à un moment donné de son passé lointain, très probablement par une collision avec quelque chose d'énorme, et elle ne s'est jamais relevée. Ce seul fait empoisonne tout le reste dans cet endroit, car lorsqu'une planète est couchée sur le côté, ses pôles ne pointent pas vers l'extérieur, ils pointent vers le Soleil l'un après l'autre pendant des décennies. Imaginez ce que cela signifie concrètement si vous aviez le malheur de vous trouver là-bas. Uranus met 84 ans à faire le tour du Soleil. Couché sur le côté comme elle l'est, l'un de ses pôles se retrouve braqué presque directement vers le Soleil et cuit sous une lumière du jour continue pendant environ 21 ans. Pas de lever de soleil, pas de coucher de soleil, juste un soleil blafard cloué au même endroit dans le ciel qui décrit de l'encercle sans jamais se coucher pendant 2 décennies. Et de l'autre côté de la planète, l'autre pôle subit l'inverse. 21 ans d'une obscurité totale, un hiver sans matin. Si vous naissiez dans le mauvais hémisphère au mauvais moment, vous pourriez vivre une vie humaine entière, grandir, vieillir et mourir sans jamais voir un seul lever de soleil. Et le soleil là-bas ne serait pas d'un grand réconfort de toute façon. Uranus se trouve à environ 1,8 milliard de milles du soleil. À cette distance, la lumière du soleil est environ 400 fois plus faible que celle que vous ressentez ici par un après-midi lumineux. Midi sur Uranus est plus sombre que l'instant qui suit immédiatement le passage du Soleil sous l'horizon sur Terre. C'est une planète qui vit dans un crépuscule permanent. Nous avons donc un monde qui roule sur le côté dans une quasi-obscurité. Passons maintenant à la température, car le froid est le domaine où Uranus cesse d'être simplement étrange pour devenir ouvertement hostile. Uranus est la planète la plus froide du système solaire. Pas la plus éloignée, la plus froide. Et ce n'est pas la même chose, ce qui constitue l'un des véritables mystères ici. Neptune est plus loin du Soleil et pourtant, il y fait plus chaud. Uranus est le congélateur absolu. La température dans sa haute atmosphère chute à environ -371 degrés Fahrenheit
environ moins 224 degrés Celsius, le langage humain manque de mots pour décrire le froid bien avant d'atteindre un tel chiffre. La température la plus froide jamais enregistrée sur Terre, au milieu du plateau antarctique en plein cœur de l'hiver, était d'environ moins 128 degrés Fahrenheit, environ moins 89 degrés Celsius. Uranus est plus froide que cela de plus de 240 degrés. Elle n'est pas juste un peu más froide que la pire nuit que l'Antarctique ait jamais connue, elle est tellement au-delà que l'Antarctique, le froid le plus mortel qu'un être humain ait jamais mesuré, semblerait presque chaud en comparaison. Pourquoi la planète la plus éloignée est-elle plus chaude que la plus proche ? Honnêtement, personne ne l'a encore déterminé avec certitude. La théorie principale renvoie Seyfinois à cette collision antique. Le même impact qui a basculé Uranus sur le côté pourrait également avoir coupé ou piégé la chaleur résiduelle dans son noyau, la laissant ne dégager presque aucune chaleur interne. Neptune brille encore de sa chaleur interne, rayonnant plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. Uranus ne le fait presque pas. C'est une planète dont le radiateur semble avoir été éteint il y a 4 milliards d'années et qui gèle silencieusement depuis. On pourrait penser que le froid est le pire. Ce n'est pas le cas, car si le froid ne vous tuait pas instantanément d'une manière ou d'une autre, l'air s'en chargerait, et il le ferait d'une façon qui ressemble à une blague cruelle. En 2018, des astronomes utilisant un télescope à Hawaï ont enfin percé un secret que la planète avait gardé même face à Voyager. Ils ont découvert de quoi les nuages sont faits. Les nuages supérieurs d'Uranus sont riches en sulfure d'hydrogène. C'est le gaz qui donne leur odeur aux œufs pourris. Ainsi, si vous pouviez par un moyen quelconque vous tenir au sommet des nuages d'Uranus et prendre une inspiration sans que vos poumons ne se gèlent instantanément, la première chose que vous ressentiriez, avant même que le froid et l'asphyxie ne vous achèvent, c'est la puanteur écrasante de la décomposition. La planète entière sent comme un œuf fêlé abandonné au soleil. Le scientifique qui a dirigé cette découverte l'a formulé aussi crûment qu'un scientifique peut le faire. Un malheureux humain descendant à travers ces nuages ferait face à des conditions très désagréables et malodorantes, mais l'asphyxie et le froid réclameraient leur dû bien avant que l'odeur n'ait la moindre chance de l'importuner. C'est Uranus en une seule phrase. Elle vous tuera de plusieurs manières plus à la fois, et l'odeur d'œuf pourri est juste la façon qu'a la planète de vous insulter pendant votre descente. Nous n'en sommes pas encore arrivés à ce qui se trouve sous les nuages. Nous y viendrons, c'est plus étrange que la surface et, d'une certaine manière, c'est la chose la plus étrange de tout le système solaire. Mais tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent a été assemblé pièce par pièce au fil des décennies à partir d'un seul survol et d'une poignée de télescopes terrestres plissant les yeux à travers 2 milliards de milles. Webb a changé la résolution de tout cela d'un seul coup, et pour comprendre pourquoi c'est important, il faut comprendre ce que Webb fait réellement différemment. Lorsque le télescope spatial James Webb a regardé Uranus, il n'a pas utilisé la lumière visible, celle que vos yeux utilisent, celle qui rendait les photos de Voyager si mortes. Il a utilisé la lumière infrarouge thermique, la lumière qui s'échappe des choses et révèle ce qu'elles font réellement. Et en infrarouge, la calme bille bleue s'est illuminée comme une scène de crime sous une lumière noire. La boule bleue et lisse avait disparu. À sa place se trouvait un monde doté d'une structure, de mouvement et d'une météo. Il y avait une immense calotte brillante posée sur le pôle Nord, une vaste coiffe blanche de brume qui n'était pas du tout visible auparavant. Juste au centre de cette calotte, Webb a trouvé un point brillant qui s'est avéré être le cœur d'un énorme vortex tourbillonnant, un système tempétueux ancré au-dessus du pôle, plus chaud que l'air environnant et en pleine agitation. Des nuages de tempête brillants étaient disséminés autour du bord de la calotte, le genre de météo dont on nous avait dit que cette planète était dépourvue. Le monde mort et sans relief de 1986 était, s'avère-t-il, plein de mouvements depuis le début. Nous n'avions simplement pas d'yeux assez performants pour le voir, et le timing de tout cela n'est pas un accident. La planète se rapproche de son solstice en l'an 2028, le moment où son pôle nord pointera le plus directement vers le Soleil. À mesure que ce pôle s'abreuve de plus en plus de lumière solaire, la calotte polaire s'illumine, grandit et change d'une manière que personne n'a jamais observée en temps réel. Webb enregistre toute cette transformation saison après saison, essayant de décoder pourquoi cette calotte apparaît lorsque le pôle se tourne vers le Soleil et s'efface lorsqu'il s'en détourne. Nous observons pour la première fois le changement des saisons sur une planète où une seule saison dure plus longtemps que la plupart des carrières humaines.
Ensuite, et en ce temps, il y a los anneaux. La plupart des gens ne savent même pas qu'Uranus a des anneaux. Ils n'ont rien à voir avec les bandes brillantes et spectaculaires de Saturne. Ils sont minces, sombres et discrets, faits d'un matériau poussiéreux presque noir, presque impossibles à voir. Voyager les a repérés lors de son survol. Après cela, un seul observatoire sur Terre, le télescope Keck à Hawaï, avait réussi à les imager clairement. Webb a capturé 11 des 13 anneaux de la planète en un seul cliché, net et étincelant, dont un appelé l'anneau Zeta, le plus faible et le plus insaisissable de tous, le fantôme d'un anneau frôlant la planète dont nous avions à peine confirmé l'existence. Mais les anneaux ne reposent pas à plat comme ceux de Saturne. Rappelez-vous, la planète entière est basculée sur le côté, donc ces anneaux le sont aussi. Au lieu d'entourer la taille de la planète comme une ceinture, les anneaux d'Uranus se dressent verticalement comme une cible géante, une cible dessinée autour d'un monde qui roule dans le noir. Webb a parfaitement capturé cette orientation et c'est l'une des images les plus discrètement troublantes de toute l'astronomie. Une planète ne se renverse pas toute seule, quelque chose là-bas lui a fait ça, et les anneaux latéraux sont les empreintes digitales laissées derrière. Webb ne s'est pas arrêté aux anneaux, il est parti à la chasse aux lunes, et c'est là que ce télescope a fait quelque chose que voyager n'a jamais pu faire. À ce jour, on sait qu'Uranus possède 29 lunes, et ce nombre a augmenté grâce à Webb. Début 2025, une équipe étudiant les images de Webb a repéré une minuscule nouvelle lune, mesurant seulement environ 6000 de large, cachée tout près des anneaux. Elle est si petite que les caméras de la sonde Voyager 2 ne l'ont même pas vue lors de son survol en 1986. Une lune qui se cachait à la vue de tous pendant toute la durée de l'ère spatiale, et il a fallu le télescope le plus puissant jamais construit pour enfin l'attraper. Le même instrument qui a révélé la météo de la planète continue de trouver des membres de sa famille dont nous ignorions l'existence. Les lunes d'Uranus ne portent pas des noms de dieux comme la plupart des objets du système solaire, elles portent des noms de personnages de Shakespeare et du poète Alexander Pope, Titania, Oberon, Miranda, Ariel, Imbriel, Puck. Toute une cour gelée de fantômes littéraires orbitant autour d'un roi couché sur le côté, dans l'obscurité. Et l'une d'elles, Miranda, cache quelque chose qui relève du cauchemar. Miranda est petite, moins de 300 000 de large, et de loin, elle ressemble à une boule de neige sale et égratignée. Mais gravée dans sa surface se trouve une falaise appelée Verona Rupes, et c'est peut-être la plus haute falaise de tout le système solaire. Elle plonge à environ 12 000 de profondeur à la verticale. À titre de comparaison, c'est plus de 2 fois la hauteur du mont Everest sous la forme d'une seule et unique paroi de glace abrupte. Maintenant, imaginez ceci. La gravité de Miranda est si faible que si vous faisiez un pas au-dessus du bord de cette falaise, vous ne vous effondreriez pas dans le vide, vous tomberiez lentement, presque doucement, tournoyant dans le silence pendant environ 10 minutes avant d'atteindre enfin le fond. 10 pleines minutes de chute dans une obscurité totale depuis la plus haute falaise que l'humanité ait jamais trouvée, sur une lune orbitant autour de la planète la plus froide que nous connaissions. Il n'y a aucun cri là-bas. Pas d'air par à le porter, juste la chute lente, silencieuse et patiente. Pourquoi tout cela est-il important au-delà de quelques jolies photos ? Parce que cela nous renseigne sur le reste de l'univers. Quand nous regardons vers d'autres étoiles et que nous comptons les planètes qui les entourent, un nombre immense des mondes les plus courants que nous trouvons ont à peu près la taille d'Uranus et de Neptune. Pas des géantes gazeuses comme Jupiter, pas des petites planètes rocheuses comme la Terre, des mondes intermédiaires, froids, brumeux et hostiles, beaucoup plus proches d'Uranus que de notre foyer. Ce qui signifie que cette planète, que nous avions dédaignée et ignorée, pourrait être l'exemple le plus proche que nous ayons de la planète la plus ordinaire de la galaxie. Nous pensions que Uranus était l'anomalie de notre système solaire. Il se pourrait qu'elle en soit la norme et la Terre la rare exception. Maintenant, descendons sous les nuages, passons la brume d'œufs pourris pour entrer dans le corps même de la planète, car la surface est un tour de magie et le véritable horreur se trouve en dessous. Uranus n'a pas de surface solide sur laquelle on pourrait un jour se tenir. Si vous tentiez d'y faire entrer un vaisseau, vous ne vous écraseriez pas, vous sombreriez. L'atmosphère deviendrait simplement de plus en plus épaisse, la pression grimpant à chaque mille jusqu'à écraser votre navire comme une canette de soda sous le pied. Et vous continueriez simplement à tomber dans une substance qui n'est pas tout à fait un gaz et pas tout à fait un liquide.
Il n'y a pas de sol, pas de fin que vous pourriez reconnaître. Juste une soupe de plus en plus dense qui engloutit tout ce qui y pénètre et ne le rend jamais. Si l'on s'enfonce assez profondément, on atteint le manteau et ce qui se trouve là-dessous est difficile à croire, même pour les personnes qui l'étudient. La majeure partie d'Uranus, la masse de la planète entière, est un immense océan chaud et dense. Pas de l'eau comme nos océans, un fluide brûlant et agité d'eau, d'ammoniac et de méthane, comprimé sous une pression écrasante, chargé électriquement, sans surface et sans rivage. Un océan de milliers de milles de profondeur qui enveloppe le noyau entier de la planète, plus chaud que la surface de certaines petites étoiles, et pourtant maintenu sous une telle pression qu'il ne peut jamais s'évaporer. Vous ne pourriez pas vous y noyer. Vous seriez écrasé et cuit bien avant que la question de la noyade ne se pose. Et puis, il y a la pluie. Au plus profond d'Uranus, les scientifiques pensent qu'il pleut des diamants. Je ne fais pas de poésie. Le méthane, dans cet océan profond, est gorgé de carbone. Comprimez le carbone assez fort et chauffez-le comme il faut, et il cristallise. La pression qui règne à des milles de profondeur à l'intérieur de cette planète est exactement celle qu'il faut pour extraire le carbone du méthane et le presser en diamants solides. Ces diamants, plus lourds que le fluide qui les entoure, coulent. Ils tombent lentement à travers des milliers de milles d'océans chauds et denses en direction du noyau. Des chercheurs ont d'ailleurs recréé cela en laboratoire, en tirant des lasers intenses sur les matériaux adéquats et en observant de minuscules diamants se former dans l'onde de choc. Quelque part au fond de cette planète gelée, pourrie et couchée sur le côté, il y a donc une tempête permanente et silencieuse de diamants qui pleuvent à travers l'obscurité, tombant à jamais vers un centre qu'aucune lumière n'a jamais touché. La plus belle chose du système solaire se produit dans l'endroit le plus hostile que nous connaissions, là où aucun œil ne la verra jamais. Gardez cette image à l'esprit, car elle capture tout le caractère de cette planète. Tout chez Uranus est une contradiction sous un visage calme. Une tempête de diamants dans un enfer gelé, une bille à l'aspect mort balayée par les tempêtes, un petit monde tranquille qui a été violemment projeté sur le côté et ne s'en est jamais remis. Il y a encore une chose, et c'est peut-être la plus inquiétante de toutes, car elle suggère que les dégâts s'étendent jusqu'au cœur de la planète. La plupart des planètes, y compris la Terre, ont un champ magnétique qui passe en gros par le centre, aligné plus ou moins sur l'axe de rotation de la planète, de pôle en pôle, comme un aimant droit placé dans une boule. C'est propre, cela a du sens. Uranus n'a pas eu droit à ça. Son champ magnétique est incliné de près de 60 degrés par rapport à son axe de rotation et, par-dessus le marché, il est décalé du centre. Il n'est pas ancré au noyau, mais déporté vers un côté de la planète, comme si quelqu'un avait attrapé le magnétisme de la planète et l'avait arraché de ses amarrages. Le résultat est un champ qui vacille et oscille à mesure que la planète roule, un bouclier chaotique, inégal et chancelant, sans nord ni sud, bien défini comme le nôtre. Lorsque voyager la traversée en 1986, les mesures étant si étranges que les scientifiques ont passé des années après cela à se disputer sur ce qu'ils étaient en train de regarder. Le champ magnétique d'une planète est censé être la chose la plus constante et fiable chez elle, l'ordre profond en son cœur. Uranus n'a pas cet ordre, le chaos va jusqu'au fond. Quoi que ce soit qui a frappé cette planète, cela ne l'a pas seulement renversée, cela semble l'avoir bouleversée de l'intérieur, et 4 milliards d'années plus tard, elle n'a toujours pas trouvé son équilibre. Ce que je trouve presque difficile à accepter, c'est ceci. Pour tout cela, les anneaux, les tempêtes, l'atmosphère gelée et pourrie, la pluie de diamants, le champ magnétique brisé, les 29 lunes, nous n'avons envoyé qu'une seule et unique sonde pour l'étudier, et c'était il y a 40 ans. Nous avons des rovers qui rampent sur Mars et renvoient des vidéos haute définition chaque jour. Nous avons fait survoler Pluton par une sonde à des milliards de milles plus loin, et pourtant, notre compréhension de près pour l'une des planètes les plus étranges de notre propre système solaire est figée depuis l'année des premières catastrophes de navettes spatiales et du Top Gun original. Cela commence enfin à changer. Une mission dédiée à Uranus, un orbiteur qui s'installerait dans le système et une sonde qui plongerait directement dans cette atmosphère hostile a été classée comme la priorité absolue pour la prochaine grande mission planétaire. Si elle est construite et lancée, il faudrait encore bien plus d'une décennie rien que pour arriver. Les personnes qui concevront cette mission au départ seront peut-être déjà à la retraite avant qu'elle n'atteigne son but. C'est le prix d'entrée pour une planète si éloignée et si oubliée.
Prenez donc un pas de recul et contemplez l'ensemble, de la façon dont Webb nous a enfin permis de le voir. Une planète qui roule sur le côté dans un crépuscule permanent. Le monde le plus froid du système solaire, plus froid que tout ce que la Terre peut imaginer. Une atmosphère qui pue la décomposition et qui vous asphyxierait et vous gèlerait dans le même souffle. Un océan sans fond de fluide brûlant et écrasant où les diamants pleuvent dans le noir. Un champ magnétique dévié si loin de son axe qu'il vacille comme quelque chose de brisé. Une lune avec une falaise si haute que vous tomberiez pendant 10 minutes depuis son bord, et des anneaux verticaux dressés comme une cible autour de tout cela, l'empreinte silencieuse de ce qui a frappé ce monde assez fort pour le coucher pour de bon. Pendant 37 ans, nous avons regardé la bille bleue et l'avons qualifiée d'ennuyeuse. Nous avions tort, et pas qu'un peu. Elle n'a jamais été ennuyeuse, elle était simplement floue, et à l'instant où un télescope assez précis est arrivé, le déguisement est tombé et nous avons vu ce qui s'y trouvait réellement. Pas une planète ennuyeuse, mais une planète blessée, hostile, magnifique, qui s'était cachée à la vue de tous, à la lisière de tout, moquée et dédaignée, alors qu'elle abritait en silence certaines des conditions les plus extrêmes jamais trouvées nulle part. C'est peut-être la leçon la plus troublante de tout cela. Ce que nous pensions comprendre avec le plus de certitude s'est révélé être l'un des endroits les plus étranges et les plus violents du système solaire, et la seule raison pour laquelle nous l'avons découvert, c'est que nous avons enfin pris la peine d'y regarder de plus près. On se demande ce qu'il y a d'autre là-bas que nous avons enterré trop vite. L'univers ne cache pas toujours ses monstres dans les coins sombres de l'espace profond. Parfois, il en laisse un en plein air, teinté d'un bleu calme et agréable, attendant patiemment que nous arrêtions de rire et que nous fassions enfin attention. Et un jour, espérons-le pas trop lointain, nous finirons par renvoyer quelque chose. Une machine construite pour tomber dans cette obscurité pourrie, gelée et pleine de diamants, et nous dire ce qui s'y trouve vraiment. Quand elle le fera, j'ai l'impression qu'Uranus aura encore quelques secrets en réserve, du genre à gâcher vos nuits. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.